Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment que je t'avais pas fait une petite vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est un nouvel épisode, le 3e épisode de Chill and Q&A. Donc prends un petit café, prends ton temps. Alors peut-être que tu écouteras cet épisode sur podcast parce que je vais le mettre aussi sur les plateformes de podcast. Alors c'est un épisode, pour rappel, où je réponds à toutes vos questions. C'est un épisode dans lequel on prend son temps, on a tout son temps. Je vous ai posé cette semaine, je vous ai demandé cette semaine si vous aviez des questions à me poser et j'en ai un grand paquet, j'en ai une tonne. Ça fait un petit moment que j'avais pas traité et donc du coup il n'y a pas d'introduction, il n'y a rien. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Les questions, j'en ai trop, je pourrais peut-être pas même répondre à tous, mais bon, on va essayer de commencer. Alors je vais me calmer, je m'excite un petit peu. On est dans un épisode Chill and Q&A. Alors sans un petit café comme d'habitude. Hop, on y va tranquillou, on n'est pas speed comme sur une vidéo YouTube. L'idée c'est de se détendre et de répondre à des questions liées au code, au freelancing, mais pas que, aussi à l'entrepreneuriat et tout ça. Tu commences à connaître la formule. Allez, je vais commencer par, alors il y a des questions qui viennent d'Instagram, qui viennent de formulaires, d'un peu partout, par mail. Donc je vais commencer par une première question de Louis qui me dit: à quel âge as-tu commencé le développement? À quel âge as-tu commencé le développement? Alors j'ai commencé pas si tôt que ça, je pense. Je sais plus à quelle année c'était. Ça devait être peut-être en terminale. J'avais bidouillé un petit peu d'HTML pour un site comme ça vite fait, mais rien de bien foufou. Et ça a commencé ensuite vraiment en fait durant mes études. J'ai fait un DUT, j'ai commencé le code donc assez tard finalement. Je vais me mettre en mode avion bien évidemment parce que sinon on va être dérangé toutes les 5 minutes. Allez, une autre question de Jeff_Run. À partir de quel moment peut-on se lancer en freelance sans avoir le syndrome de l'imposteur? Alors à partir de quel moment? Alors je vais peut-être mettre le micro un petit peu plus près parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit écho là. Il y a un petit écho, donc je vais mettre le micro un petit peu plus près. Alors à partir de quel moment on peut se lancer en freelance sans avoir le syndrome de l'imposteur? Eh bien j'ai envie de dire, le syndrome de l'imposteur, tu sais, ça se garde assez longtemps. Je veux dire, même maintenant, moi je vais avoir peut-être, 15 ans d'expérience et on sait jamais, on peut me mettre sur une mission, je peux arriver sur une mission où il y a plein de choses nouvelles et effectivement je peux aussi moi ressentir le syndrome de l'imposteur. Donc n'attends pas en fait que le syndrome de l'imposteur disparaisse. Je pense que le syndrome de l'imposteur, bien sûr au début quand tu es vraiment débutant, tu vas l'avoir pendant un petit moment et puis après ça va s'estomper, mais tu l'auras, ça peut dépendre, mais tu peux toujours le garder et c'est normal de l'avoir, je veux dire, au bout d'un moment. Ça fait partie du jeu, c'est juste que ça va s'estomper avec le temps. Il faut savoir travailler, c'est un truc qu'on a tous et il faut savoir faire avec. Allez, une autre question de Amine. Salut Mike, as-tu d'autres business que le freelancing? Si oui, lesquels? Alors oui, alors j'ai fait du freelancing pendant longtemps, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que mon business principal maintenant c'est YouTube, la vente de formations, plus particulièrement les bootcamps, les formations, le coaching, etc. Donc ça, c'est le gros de mes revenus. J'ai des petits revenus qui viennent d'e-commerce, mais ça, c'est un truc un petit peu à part que j'ai avec quelqu'un. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est une petite partie. Qu'est-ce que j'ai d'autres revenus? J'ai de l'immobilier aussi. L'immobilier qui est quelque chose, une bonne source de revenus, parce que ça, vraiment, c'est quasiment passif, il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel âge tu as, mais peu importe l'âge, en fait, on s'en fout. Dès que tu peux investir dans l'immobilier, moi, je te recommande d'investir le plus rapidement possible. J'ai pas d'autres business, j'ai pas des trucs type NFT, machin. J'ai investi un petit peu dans quelques cryptos, mais c'est pas un business, c'est pas un business. Autre question, à quand l'ouverture du bootcamp React? Eh bien, c'est prévu pour le mois d'octobre. Des résultats dans le système freelance. Alors oui, je fais un petit rappel. Ça va dépendre de quand tu vas regarder cette vidéo, mais là on est au mois de septembre, il y a la réouverture du système freelance. Tu peux regarder les résultats sur la page de vente.
Je te mettrai le lien sous cette vidéo, tu verras les résultats. Tu as plein de témoignages de gens qui ont eu des résultats. Je pense notamment à Alexandre, par exemple, qui est quelqu'un qui a fait un témoignage et qui nous dit que voilà, au début quand il a commencé, il a eu un peu, enfin ses collègues en CDI l'ont un peu dissuadé, lui ont dit que c'était galère, etc. Et puis finalement, maintenant, il dit dans le témoignage qu'il est heureux et qu'il gagne même beaucoup mieux qu'avant, qu'il est libre, etc. Donc voilà, c'est un type de témoignage. Il y en a d'autres. Je te laisse aller voir ça. Allez, une autre question. Tu peux pas juste faire du contenu et arrêter de vendre. Ça fait vendeur de tapis. Alors oui, ça c'est un truc qu'on me dit souvent. On dit tu vends toujours. Bah oui, je veux dire, est-ce que tu dis à Apple, merde Apple, tu vends toujours. Bah tu vends toujours. Bah Apple, ils vendent des iPhones. Bah ils vendent, c'est tout à fait normal. Moi, je vends des formations. Et ben je vends tout simplement. Hop. D'ailleurs là à l'instant je viens de te parler du système freelance parce que voilà c'est un de mes produits, je les vends. Moi j'ai aucune honte avec ça. Et d'ailleurs c'est un truc, c'est très, ça dépend. C'est un peu tout le monde qui a ce truc de la vente, genre c'est mal, gagner de l'argent c'est mal, ce truc là. Moi je t'encourage en fait le plus tôt possible, peu importe que tu sois freelance, peu importe ton business, peu importe ce que tu fais, et l'habitude de vendre. Il n'y a rien de malsain à vendre. Je veux dire, après tout, tu es là, tu proposes quelque chose, tu proposes un produit, tu proposes un service, tu as quelque chose à proposer. Bon, les gens, ils n'ont pas un couteau à la gorge pour acheter, tu vois, donc il n'y a aucun scrupule à vendre. Je veux dire, c'est même sain de vendre. Je veux dire, tu crées de la valeur quand tu vends. Quand tu vends, tu as un produit, tu as quelque chose, et ça peut être toi le produit, tu peux te vendre, et c'est tout à fait sain. Ça profite à tout le monde, ça profite à l'économie, et c'est tout à fait normal de vendre. Il n'y a aucun problème avec vendre. Là où effectivement la vente devient un petit peu mal vu, effectivement, c'est quand tu vois tous les influenceurs qui te vendent, je sais pas des formations, mais des trucs en dropshipping. Et j'ai rien contre le dropshipping. Le dropshipping, c'est une méthode en soi qui a aucun problème avec le dropshipping, mais je veux dire les influenceurs qui te vendent qui te vendent de la merde toute la journée à 3 fois le prix, etc. Bon, effectivement, ça nuit un peu, mais à partir du moment où tu vends un produit sérieux, que ce soit des compétences, que que tu fasses du coaching, que tu fasses de la formation, peu importe ce que tu vends, finalement, tant que tu n'arnaques pas les gens, il n'y a aucun problème. Une autre question, es-tu millionnaire comme Yomi? Non, je ne suis pas, malheureusement pas, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, non, je ne suis pas millionnaire en cash, c'est-à-dire que je n'ai pas 1 million comme ça qui traîne sur mon compte. Mais mon objectif, c'est d'avoir 1 million en patrimoine. Ça veut dire vendre de l'immobilier, des choses comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver bientôt. Bon voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'investis dans l'immobilier, dans divers trucs. Et au bout d'un moment, forcément, ton patrimoine, il grossit. Une autre question. Es-tu si libre que tu le dis? Tiens, bonne question. C'est vrai que moi, je parle souvent de liberté. C'est vraiment un point important chez moi. Je crois d'ailleurs, je t'avais fait un petit podcast sur le Telegram. D'ailleurs, je t'invite à aller voir le Telegram. Je te fais des mini-podcasts régulièrement sur des sujets différents. Et il y avait notamment un sujet qui était la liberté, le réveil, quelque chose comme ça, où je te parlais un peu de liberté. Alors oui, je suis immensément plus libre que je le ressentais quand j'habitais sur Paris ou quand j'étais en CDI, etc. Pourquoi? Parce que je suis entrepreneur maintenant, donc je suis libre de mes horaires. Si j'ai un jour je veux pas travailler, je travaille pas. Je suis libre de mes projets, enfin voilà. Par contre, de l'autre côté, effectivement, qui dit liberté dit responsabilité. Et oui, tu en as peut-être un peu plus sur les épaules. Je veux dire, quand tu es entrepreneur, c'est pas non plus la fête. Même quand tu es freelance aussi, à un moment, il faut que les clients y rentrent. Il faut faire tourner la machine, il faut avoir un business qui tourne, etc. Il faut faire de l'acquisition client, il faut faire de la vente, il faut que tes produits marchent, il faut que les clients soient contents, etc. etc. Et si ça marche pas, c'est beaucoup plus de pression. Et effectivement, moi je comprends tout à fait que c'est pas non plus pour tout le monde. Il y a des personnes qui peut-être n'ont pas envie d'avoir cette pression-là et qui préfèrent être en CDI, ou peu importe, un boulot et puis t'as un intérêt. Et c'est pas pour tout le monde. Mais moi personnellement, je kiffe ma liberté d'entrepreneur. Ok, il y a des responsabilités. Si je travaille pas, il se passe rien. Alors qu'en CDI, tu peux ne pas travailler, rester là dans une planque derrière ton ordi, à faire 2-3 trucs vite fait. Tu auras toujours la même paye, quoi. Là, en tant qu'entrepreneur, je veux dire, c'est la sentence est immédiate, j'ai envie de dire. Tu travailles pas, ou tu travailles mal, ou tu fais pas les bonnes actions, et t'as pas d'argent, et du coup c'est stressant, mine de rien. Mais bon, je me sens quand même beaucoup plus libre. Pour rien au monde, je ne changerai
de situation. Alors, il y a un autre message là, je ne sais pas ce que... Alors, attends, je suis un peu caché. Pourquoi l'immobilier à Bali? Bah, tout simplement, l'immobilier à Bali, parce que je me sens bien à Bali, j'aime bien vivre ici. Donc, et puis, c'est un lieu où il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de rentabilité. Donc, Bali, pour moi, c'est un bon endroit. Alors, une autre question. Bah, alors, ça, j'ai déjà lu. Je passais sur un autre formulaire. Voilà, les formulaires ici. Alors, j'ai une question alors là, c'est des questions un peu... Alors, je vais lire cette question de Audric. Audric qui me dit: est-ce que pour devenir freelance, avoir un bac+5 en informatique et des expériences en tant que stagiaire est convaincant pour avoir un client, ou il faut aussi se constituer un portfolio? Alors, je tiens à préciser que dans les chill and Q&A, je ne prépare pas. Alors, peut-être parfois je dis des conneries, peut-être parfois je dis des choses et puis après je pense l'inverse ou quoi, mais l'idée c'est que ça soit comme ça, spontané, hein. Donc je ne prépare rien, je découvre un petit peu les questions, etc. Et puis je fais une réponse comme ça, comme si c'était un live presque, et on se fait ça pépèrement. Alors, est-ce que pour devenir bac+5, avoir un bac+5 en informatique et des expériences en tant que stagiaire est convaincant pour avoir un client? Alors, déjà, il y en a beaucoup de gens qui se lancent. Donc, avoir bac+5, les gens pensent souvent que je dis il n'y a pas besoin d'études, donc il ne faut pas avoir un bac+5. Non! Si tu as l'opportunité, si tu as un bac+5, mets-le en avant. Déjà, tu es devant un bon nombre de gens. C'est un gros plus sur ton CV. Donc, oui, déjà, avoir un bac+5 en informatique, déjà, c'est un gros plus. Des expériences en tant que stagiaire, bah ouais, tout ce qui est expérience, stage, alternance, etc., c'est un plus. Maintenant, ça va dépendre de ce que tu vas avoir fait comme stage, parce que bon, parfois, et aussi bac+5, faut dire bac+5, ok, ça dépend quel domaine, ça dépend de ce que tu vas faire, mais bac+5, il y a plein de bac+5 branlettes, faut le dire. À un moment, on est là entre nous, pépères. On dit, voilà, je peux te parler clairement, tout le monde le sait, il y a des bac+5 branlettes dans plein de domaines. Et dans l'informatique, c'est pareil. Je dis pas que c'est que de la branlette, mais il y en a aussi, ça dépend de ce que tu fais. Il y en a où sur les 5 années, tu vas faire 2 mois, tu vas toucher 2 mois sur un langage, ça va être un truc vite fait, et puis ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc ça dépend ce que tu as fait, ça dépend des projets, ça dépend aussi de toi. Personnellement, je pourrais pas te dire il te faut absolument un portfolio ou non. Si tu as le temps d'en faire un, fais-en, parce que c'est toujours... Et ça va dépendre aussi du type de freelancing que tu es. Est-ce que tu es plutôt back ou front, etc. Mais dans tous les cas, essaye de t'en faire un. Maintenant, plus besoin de passer des heures, plus besoin de passer du temps. Tu fais un WordPress ou avec Webflow ou autre. Tu as des solutions assez rapides pour pouvoir te faire un portfolio assez joli, assez simple. Donc voilà. Une autre question, allez, une question de Franck. Franck qui me dit: je suis en CDI depuis 1 an et demi et j'ai l'impression qu'on n'a jamais un moment tranquille. Ah bah toi, tu es dans un CDI justement speed, c'est bien, tu n'es pas dans une planque, un moment tranquille. Après, ça dépend, tranquille et tranquille. Je suis fatigué mentalement et psychologiquement et c'est partagé dans toute l'équipe. J'ai pas l'énergie de bosser mes projets perso. Que conseilles-tu pour quelqu'un qui adore coder mais qui est au bout du rouleau? Alors attends, je vais boire un petit peu d'eau. Alors ça c'est malheureux. Ça c'est malheureux. Alors, je sais pas ce que tu entends par je n'ai aucun moment, j'ai l'impression d'être jamais tranquille. Est-ce que aussi le but d'un CDI, c'est que tu sois tranquille? Je sais pas ce que tu entends par un moment tranquille. J'ai l'impression qu'on n'a jamais un moment tranquille, mais je suis désolé de te le dire, moi, là aussi pour parler franchement, tu as fait le choix d'être en CDI, tu n'es pas là pour être tranquille. Après, je ne sais pas si tu entends, est-ce que tu veux dire par là que tu t'attendais à avoir un peu de temps? Alors, il y a des CDI où c'est vrai, moi j'ai vu des CDI où ça cravache sec, et des CDI où on a beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus libre, mais a priori, après un CDI, tu es là pour bosser du matin au soir, tu n'es pas censé être tranquille. Après, si tu veux dire par là, par contre, qu'on te presse trop, là c'est différent. Là, il faut faire attention, effectivement. J'ai vu des missions, des projets comme ça, des CDI où effectivement, t'es pressé, c'est limite, c'est limite, on te pousse, c'est le crush tout le temps, c'est machin, il y a tout le temps les livraisons, le truc, t'as l'impression de jamais souffler, t'as l'impression que ça repart, etc. Et là, effectivement, mentalement et psychologiquement, c'est un peu compliqué. Alors, tu me dis que t'as pas l'énergie pour bosser sur tes projets perso. Alors, je sais pas non plus c'est quoi tes projets perso. Dans quel but? Est-ce que vraiment tu as l'idée de monter un produit, machin, tout ça, ou c'est juste pour le fun, juste pour te former aussi, je sais pas. Mais que conseilles-tu à quelqu'un qui aime toujours coder, qui est à bout du rouleau?
malheureusement, je vais dire quelque chose qui fait mal à entendre, mais il n'y a pas 36 solutions et n'hésitez pas, quand vous êtes en CDI et que vous vous plaisez pas, vous vous barrez. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais vu un truc tourner sur Insta de rien à voir, hein, un économiste qui s'appelle Charles Gave et qui dit peu importe l'endroit où vous êtes sur la planète, en France, n'importe quel CDI, machin, si vous vous faites chier, vous vous barrez. Rien ne vous oblige à rester dans un endroit dans lequel vous vous emmerdez. Eh bien, j'ai envie d'étendre ça aussi aux développeurs qui restent trop souvent dans des CDI à se faire chier pour pas grand chose. Alors, peut-être que tu as des contraintes et que tu peux pas changer parce que tu es loin ou que voilà, on t'attend, machin, tout ça. Mais un des gros conseils, n'ayez pas peur de claquer votre dème. Vous êtes développeur, vous êtes quand même, quand tu es développeur, alors ça va dépendre des régions, toujours pareil, mais voilà, vous n'êtes pas dans un secteur où vous avez à mendier. Vous êtes quand même dans un secteur où vous êtes développeur. Vous avez quand même vous êtes quand même en position de force quand même par rapport à d'autres secteurs. En plus, en ce moment, il y a la grande démission, il y a beaucoup de gens qui démissionnent, etc. Je veux dire, retrouver un CDI en tant que développeur, si tu es formé, c'est pas compliqué. Par contre, ça fait peur. Je suis tout à fait d'accord que ça te fasse peur. Et claquer sa dème, etc. Ça fait toujours peur. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Si tu n'es pas bien dans un endroit, si tu n'es pas bien dans un CDI, si tu n'es pas bien dans un projet, tu peux toujours te demander de changer en interne. Mais si tu n'es pas bien, tu te barres, tu n'as aucune obligation de rester dans un endroit où tu es maltraité, où tu n'es pas bien, où on ne te paye pas bien, où on te met la pression. Une autre question de Senaïsi. Alors, est-ce que je vais réussir à la lire? Oui. Salut, j'aimerais savoir pour devenir développeur freelance, penses-tu qu'il est préférable de se former d'abord au titre pro développeur web et web mobile et apprendre différents codages à côté, de se former ou de se former sans formation reconnue par l'État en autodidacte directement, ou encore commencer par dans une société, après le titre pro puis se lancer à son compte, machin. Merci d'avance. Ah, Ismaël, il y a marqué ça ici, mais Ismaël. Donc c'est Ismaël qui me pose cette question. Bon, encore une fois, vous connaissez mon avis et je suis désolé, mais on est là dans ce chill and Q&A. Je vais ressortir un petit peu de café pour me détendre. Mais désolé encore une fois Ismaël, mais j'en ai marre de ces titres de merde. Excusez-moi, mais il y en a marre de ces titres pro développeur web et mobile et le titre pro certifié et formation reconnue par l'État en autodidacte. C'est de la merde, tout ça c'est de la merde. Excuse-moi de te le dire, c'est de la merde. Le titre en lui-même ne va rien te donner. Moi, je vais te dire, j'ai eu un bac plus 5, un master 2, bac plus 5. Ça m'a pas. On était tous dans le même, dans tous les membres tous les élèves dans cette promotion. Bah, t'en avais qui savaient bien coder, et t'en avais que c'était des grosses brêles, ils savaient pas coder, et pourtant à la fin ils ont tous eu ce paplard à la con. Mais il y en a, ils ne savaient pas développer et ils ont fini, ils ont changé, ils sont réorientés. Quand ils sont arrivés sur le marché du travail, ils sont probablement allés déjà à Pôle emploi ou je sais pas où et ils ont galéré à trouver du truc parce qu'ils ont cru qu'ils allaient arriver avec leur M2 et qu'on va t'embaucher. Mais non, on s'en fout de ton paplard de M2, de titre machin. C'est pas ça qui fait que tu dois coder. Bien sûr, oui, tu vas toujours tomber sur une boîte qui va te dire que dans les conventions, dans les règles de RH, effectivement, ce poste ne peut être ouvert qu'à partir de ce truc. Il y a toujours des règles à la con comme ça. Ok, peut-être, si tu as un titre qui passe ce truc-là, peut-être ça va t'aider, peut-être ça va te donner, comment dire, peut-être t'auras un salaire minimum garanti selon les conventions collectives, les conneries comme ça, les trucs de syndicats ou je sais pas trop quoi. Ok, bon, oui, prends pour ça. Voilà. Mais ça, c'est le dernier des critères en fait. C'est le dernier des critères. C'est pas ça qui va faire que tu seras un bon développeur. C'est pas ça qui va faire que tu vas bien gagner ta vie. C'est pas ça qui va changer des développeurs que je vois qui sont, peu importe, même qui sortent de bac plus 5 ou je sais pas quoi, qui sont des développeurs SMICA, qui gagnent 1002, 1003, 1004, 1005. Mais c'est une escroquerie ce truc-là, tu vois. Tout ça parce que voilà, t'es pas. Donc voilà, je m'emballe un petit peu là-dessus, mais c'est pas le titre qui fait le développeur. C'est pas, même si il y a un titre certifié par l'État, par Macron, par je sais pas qui tu veux, par Barack Obama, par Bill Gates, par je sais pas quoi.
enfin, c'est pas parce qu'on va te donner ce titre-là que ça va faire de toi un développeur. Donc voilà comme regarde d'abord qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire développeur web ou web et mobile? C'est différent. Quel type de techno, etc. Concentre-toi d'abord là-dessus. Comment tu peux y arriver? Et ensuite, ces histoires de trouve la meilleure formation. Il y a des formations, en fait, il y a des formations qui n'ont pas ces titres-là et qui sont meilleures que des formations qui ont ces titres-là. Enfin, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ces trucs-là. Voilà, désolé de répondre un peu comme ça, mais bon, moi j'ai trop de fois cette question et on croit que le titre va faire le développeur et malheureusement c'est pas ça. Après tu me dis aussi encore commencer dans une société après le titre pro puis se lancer à son compte. Alors ça c'est une question qui revient souvent entre est-ce qu'il faut commencer à son compte d'abord ou pas. Au début on prend l'expérience qu'il y a. Moi ce que je recommande au début on prend ce qu'il y a. Donc si tu as un truc en freelance, tu prends. Si tu as un truc dans une boîte, tu prends. Un CDI, tu prends. Au début, tu prends. Tu fais ton expérience. Dès que tu as passé les 1 an, là, après, en général, c'est porte ouverte. Tu vas où tu veux. Mais voilà, il faut tout faire pour réussir. De passer cette première truc. Alors, ensuite, une question. Je rentre en première année à Epitech. Que penses-tu de cette école? Aurais-je les compétences pour être développeur freelance? Merci pour ta réponse. Alors, c'est pas une école qui va faire que tu es bon pour le freelancing ou pas. C'est pas lié à l'école. Pour Epitech, j'ai côtoyé pas mal de devs qui sortent d'Epitech. Il y en a qui disent oui, c'est cher, c'est 5 ou 6 000 ou je sais pas combien l'année, on peut, machin, il y a plein de débats là-dessus, tout ça. Globalement, les développeurs avec qui j'ai travaillé, qui sortaient d'Epitech, avaient quand même globalement un bon niveau. Donc normalement, tu auras un bon niveau. Tu auras aussi un bon melon. Moi, j'ai vu pas mal de gars d'Epitech qui sortaient avec le melon aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivaient. Et le melon, c'est bien et c'est pas bien. Tu vois, la grosse tête. C'est-à-dire que quand tu démarres, on parlait avant du syndrome de l'imposteur. On a tous commencé avec ce syndrome de l'imposteur. On n'ose pas, on machin, tout ça. On a un petit peu peur. Et c'est bien d'avoir confiance. Quand tu sors d'une école comme Epitech, bah, ça te donne de la confiance. C'est bien déjà. C'est mieux qu'avoir ce syndrome de l'imposteur, d'avoir un peu peur, d'être un peu machin. Après, est-ce qu'il vaut mieux avoir le melon ou le syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, cette école te donnera confiance pour démarrer. C'est une école où, clairement, quand tu sors de là, si tu as bien bossé, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu vas faire dedans. Ça va dépendre est-ce que tu es l'élève qui juste veut avoir le diplôme en sortie d'école ou est-ce que tu es quelqu'un qui bosse. Mais en règle générale, les gars qui sont sortis de là-dedans avaient relativement un bon niveau. Avait parfois un petit melon, mais ça peut se comprendre aussi, voilà. Mais c'est mieux, voilà, c'est mieux que rien. Enfin, c'est mieux qu'avoir le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, en tout cas, ça va te donner confiance. Donc voilà. Est-ce que ça va être utile pour pour partir en freelance? Le freelancing, ça dépend pas de l'école, ça dépend pas de ça dépend de plein de choses. Et je vais même te dire, en ce moment, on est en train de relancer le système freelance. C'est même pas le freelancing, c'est même pas une question de technique, c'est même pas une question de est-ce que tu es bon en Java, est-ce que tu es bon en React, est-ce que tu es bon en JavaScript. Oui, bon. T'es freelance, il vaut mieux être bon techniquement sinon tu vas pas aller loin, mais ça suffit pas. Je veux dire, on n'embauche pas quelqu'un, et ça j'avais fait un podcast là-dessus sur le groupe Telegram, tu peux aller pas très loin, le lien dessus c'est un podcast où je parlais justement d'arrêter de faire cette erreur quand tu es en freelance, de vouloir à tout prix fourguer ta camelote, vouloir fourguer entre guillemets tes compétences. Moi je connais React, moi je connais ceci, ouais non mais tel framework il est mieux, Next c'est plus à la mode, maintenant c'est Remix, c'est ceci, c'est cela. En entretien on s'en fout. Celui qui va gagner en entretien, celui qui va réussir à récupérer le client, en fait le client va toujours payer pour la personne qui comprend son problème. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est que le client, dès qu'il va tomber sur une personne qui comprend sa problématique, bingo, il va se dire, lui, je veux travailler avec lui, tu vois. Le mec qui arrive, qui est là, qui nous raconte sa life, bam bam, truc technique, ouais, moi je fais ça, alors en fait, tu vois, je t'ai mis une pile MQ, on faisait je sais pas combien de transactions par seconde, blablabla, machin, dans ces trucs, on est ouais, bon, très bien, cool. Maintenant, est-ce que tu as compris mon projet, tu vois? Et donc ton but quand tu passes, d'ailleurs, quand tu vas te lancer en freelance, quand tu vas commencer à avoir des entretiens comme ça, avec des calls avec des prospects, des clients, ton unique but, et vraiment, il faut que tu rentres là-dedans, c'est que faut que tu te dises, je dois absolument comprendre. Voilà, c'est ça. Essaie de te dire,
Mon but, c'est de comprendre. Je dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu vois, l'environnement, mais pas que l'environnement technique, l'environnement, machin, qu'est-ce qu'ils veulent faire, le projet démarre, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. C'est la chose la plus importante. Voire même peut-être commencer à aborder des buts, solutions, même si ça peut paraître naïf, tu vois, essayer de commencer à trouver des solutions avec ton client, tu vois, ça permet de te dire, attends, de quoi on parle là? On parle de tel projet. Ok, donc c'est une plateforme qui sert à faire ça, on va la connecter ici. Et vous avez besoin donc d'un dev qui fasse exactement ça, comme ça, etc. Et donc, et d'ailleurs, ça peut et j'en ai parlé dans l'épisode aussi du podcast sur Telegram, c'est que ça te permet de sortir de cette posture. Souvent, on n'aime pas se vendre, on n'aime pas vendre, etc. C'est un peu, voilà, c'est un peu mal vu, tu vois, on n'aime pas se vendre, on est là, on est un peu timide, nous les développeurs et tout. Mais si justement tu veux aider ton client, ton prospect, t'essayes d'être plutôt en mode en retrait, un petit peu en mode j'essaye de comprendre, j'essaye de t'aider, je dis pas que je suis le meilleur, je dis pas que peut-être je vais le faire ou pas, mais j'essaye juste de comprendre ton projet. J'essaye juste de dire ok, toi tu cherches un dev Java pour développer tel service. Ah on peut faire comme ça, ah je comprends, ok, moi peut-être que je peux vous proposer ceci, cela. Donc ça changera tout en fait. Alors je m'éloigne un peu de la question, mais quand tu arriveras en entretien, quand tu passeras des entretiens avec des clients, quand tu arriveras avec cette philosophie-là, ça va changer. Donc tout ça pour te dire que le freelancing, c'est pas une histoire technique. C'est tout un tas d'autres skills, comment se construire un réseau, comment savoir comment se positionner, comment convaincre, savoir faire des appels d'offres, des devis, etc. C'est tout cet aspect-là. Et t'as beau être une brute, t'as beau être le meilleur du monde, si à un moment tu sais pas te vendre, ça sert à rien. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme si t'as beau avoir le meilleur site, le site le plus beau, le plus rapide, le plus joli du monde, si t'es en page 75 de Google, ça sert à rien. C'est la même chose, tu vois. Si tu sais pas te vendre, compétences techniques, on va dire je sais pas, mais il y en a plein des bons devs en fait. Tu vois. Alors une autre question. Alors je vais aller piocher dans d'autres questions. Alors j'ai encore pas mal de questions. Alors j'ai une question de Kaiser. Kaiser, qu'est-ce qu'il nous dit Kaiser? Actuellement, je travaille dans la branche informatique, réseau et système. Est-ce plus simple pour moi de me reconvertir dans le développement web? Est-ce trop tard pour le marché du dev web? Alors non, là je vais répondre direct, ça va être rapide. C'est jamais trop tard pour rien. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Moi c'est un truc que j'entends souvent me dire parce que c'est pas trop tard pour coder, pour machin, pour ceci. C'est pas trop tard. Toi Mike, t'habites à Bali, c'est pas trop tard maintenant. J'ai 2 enfants, je peux pas partir vivre à Bali parce que c'est trop tard, c'est trop tard. Tout le temps on pense que c'est trop tard. Il n'y a pas d'âge. C'est jamais trop tard pour progresser, pour avancer, pour évoluer. C'est jamais trop tard. Des fois on me dit Mike, tu vois, j'aurais dû investir dans l'immobilier quand j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 40, j'en ai 45, c'est jamais trop tard. Et c'est pareil, c'est jamais trop tard pour se reconvertir et c'est jamais trop tard pour le marché du dev web. Le marché du dev web il est en plein essor, on manque de profils. Tu es déjà en plus déjà dans le game, dans la branche informatique, système et réseau. Je sais pas si tu es admin 6 ou quoi, ou quelque chose comme ça, mais voilà, tu connais déjà le plus ou moins le circuit. Peut-être que tu côtoies des devs au quotidien. Tu es peut-être de l'autre côté de la barrière, ce que j'appelle. Toi, tu fais partie des équipes IT, infra, tout ça, et peut-être que tu côtoies les devs qui viennent déployer leur application en longueur de journée. Bon, et je sais que parfois, moi, je n'ai vu des devs qui avaient envie de basculer de ce côté-là, enfin des gars de l'IT, de l'infra, l'exploitation qui avait envie de passer développeur. C'est des métiers différents, mais le switch il se fait très bien. Alors c'est sûr, c'est pas, tu vas pas faire les mêmes tâches, mais ça se fait très bien. Si tu es assez à l'aise pour créer des scripts, des choses comme ça, ou même pour apprendre tout simplement, eh bien ça se fait sans problème. Pas mal de questions encore. Alors, est-ce que tu acceptes les comptes CPF? Si oui, comment puis-je utiliser l'information? Alors, les comptes CPF, et pas pour le moment. Moi, je vais trop connoter arnaque, machin, tout ça. Ouais, ça peut être quelque chose que je pourrais peut-être essayer de voir, peut-être pour le bootcamp React, par exemple. Envoyez-moi un petit message en me disant, voilà, moi, je peut-être CPF, peut-être je peux trouver une solution. Il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien de garantie là-dessus. Alors, une question de Patrick. Merci Patrick pour ta question. Alors, je suis autodidacte, je réside en Afrique. Ma question est la suivante. Comment tirer son épingle du jeu sur Malte au vu de la myriade de profils dessus? Alors là, ça n'a rien à voir avec l'Afrique parce que si tu es développeur en France, c'est tout à fait la même chose. Je veux dire, le nombre de développeurs qui est sur Malte,
Quand tu crées un profil, comme je disais, tu arrives sur la page, tu crées ton profil, tu arrives dans la page 75. Pas ça qui va faire que tu vas sortir ton épingle du jeu. Et si tu es en Afrique d'ailleurs, je pense que sur Malte, il faut voir un peu les conditions, mais je pense que tu peux pas directement attaquer Malte, sauf si tu as pu créer une société en Europe, en France, Espagne, Irlande, ces choses-là. Il y a des moyens. Donc encore une fois, c'est pas une question d'Afrique, c'est une question pour tout le monde en fait. Comment tirer son épingle du jeu quand tu es sur Malte? Eh bien, encore une fois, ça va tourner autour de toutes les compétences liées finalement au freelancing, comment se positionner, etc. Mais je vais te donner quand même dans les grandes lignes un grand conseil. Un conseil assez classique que je répète tellement souvent qu'à force, je suis à me dire, mais putain, pas marre de répéter ça. Mais bon, je vois tellement, c'est rester focus. Rester focus. Je veux dire, moi, actuellement, je recherche un dev pour un truc particulier. Je vois un dev, il est React, il est Angular, il est PHP, très bien. Je me dis, c'est cool. Sauf qu'il est mauvais en React, mauvais en PHP, mauvais en Angular. Ça ne m'intéresse pas. Je cherche un dev React. Je veux un dev React. Voilà. Bon, s'il est bon en React, que c'est un bon back-end en Node ou en autre chose, ou en PHP ou quoi, bah, tant mieux. Je veux dire, tant mieux. Mais tant que tu n'as pas au moins 2, 3, 4 années d'expérience, va pas sur du bac tout de suite. Et les profils que je vois sur Malte, développeur web, PHP, Laravel, Symfony, Laravel, Symfony, React, Next, Tuc, Remix, machin, Vue, ça ne marche pas. C'est voué à l'échec. Moi, je vois un profil comme ça, je me dis, bon, un profil où il y a tout, c'est un profil qui fait rien. Je veux dire, je sais pas, c'est con comme exemple. Je sais plus, j'avais sorti ça aussi déjà, mais est-ce que tu veux une machine à café et un bon lave-vaisselle? Ou est-ce que tu veux, tu sais, les combos, là, les trucs, les machines remix, c'est une machine à café qui fait le lave-vaisselle. Non, t'imagines le truc, ça va être une mauvaise machine à café et un mauvais lave-vaisselle. Et bah, c'est pareil pour le dev. Excuse-moi de l'exemple un peu pourri, tu vois. Mais c'est ça. Donc, quand je dis ça, en fait, quand je dis de rester focus sur quelques technos, souvent les gens me disent, ouais, mais bon, moi je m'ennuie au bout d'un moment, j'aimerais bien faire autre chose, j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai pas envie de rester enfermé sur un truc, etc., etc. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je dis pas que tu vas faire toute ta carrière sur une seule techno. Je dis pas qu'il va faire toute ta carrière sur une seule techno. Tu vas pouvoir bien sûr switcher, évoluer. Moi, j'ai commencé mon truc, ma carrière. J'ai commencé avec quoi d'ailleurs? J'ai fait du C++, tu vois, le truc, j'avais pas envie de faire ça. J'ai vite switché parce que j'ai essayé de m'en débarrasser le plus vite, basculer sur du Java. Là, boum, j'ai dû faire 10 ans peut-être de Java, J2E, Spring, Hibernate, toutes ces conneries, tous les gens connaissent, qui sont des bonnes technos, qui sont toujours très demandés. Tu sais, moi, on m'avait dit, ouais, Java, ces trucs techno à papa, à l'ancienne et tout, mais Java, c'est du lourd, les gars. Les gars qui font du Java, n'ayez pas honte. Java, c'est du lourd, c'est très demandé. Les tarifs, souvent, c'est du domaine bancaire, etc., du retail. Ceux qui sont en Java, n'ayez pas honte, c'est toujours très demandé. Donc pourquoi je parle là-dessus? Oui, parce que voilà, j'ai fait ça pendant longtemps. Après, j'ai eu envie de switcher sur des technos plus modernes, entre guillemets. J'ai eu envie de faire du JS, du Node, du React, du TypeScript, etc., ces trucs-là. Donc voilà, donc on a plusieurs vues et on a plusieurs trucs, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Je suis pas arrivé comme ça, sorti de marché en mode, ah bah voilà, je connais tout ça. Mais pourtant, je dis ça, mais pourtant, j'ai fait cette erreur aussi. C'est-à-dire que mes premiers CV, je suis retombé sur mes premiers CV. C'était la caserne d'Alibaba. C'était la foire fouille de mots-clés. C'était XML, XSL, XSLT, XSD, SOA, SOAP, WS, nanana. Trucs qui veulent tout et rien dire, XHTML, JavaScript, Java, il y avait quoi Java là, le truc Swing, c'est un gros bordel. Et quand je passais les entretiens, enfin, on comprenait rien, c'était flou. Et en fait, d'ailleurs, le jour où j'ai commencé à nettoyer, et je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que ce truc, c'est radical. J'ai nettoyé, parce que je me disais au début, j'ai pas envie d'enlever mon C++ quand même, j'ai déjà fait du C++, c'est galère, je vais pas m'enlever ça et tout. J'ai appris les pointeurs, les adresses, les machins, les mallocs, les conneries comme ça. Et je me suis dit, mais attends, je vais pas enlever ça de mon CV quand même, c'est de l'expertise, tu vois. Et ben en fait, c'est contre-intuitif, mais plus t'enlèves de techno et plus tu te concentres sur ce que tu veux faire, et plus ça a de chances de marcher. Donc, pour synthétiser cette question qui est un peu, ma réponse qui est un peu longue,
Focus-toi sur quelques technos, sois bon dedans et reste le plus longtemps possible. Le problème, c'est ça, c'est qu'on voit des gens qui restent pas assez longtemps, qui font des choix, qui réfléchissent trop longtemps. Moi, si j'ai un conseil à donner, fais des choix rapides et applique-les longtemps. Ça, c'est un truc à retenir. Tu fais des choix rapides. Bon, je pars sur ces technos et tu restes focus longtemps là-dessus. Ensuite, Kevin, une question de Kevin encore. Alors merci Kevin pour ta question. Alors j'ai l'impression que je bouge beaucoup comme ça sur ma caméra. Boire un peu d'eau, hein. Excuse-moi si tu me regardes sur YouTube. Alors, bonjour. Devenir freelance, est-ce ouvert à tous les pays? Bonne question. Réponse assez rapide. Est-ce qu'une entreprise a le droit, quand tu es freelance, tu es une entreprise, est-ce qu'une entreprise a le droit de vendre dans un autre pays? Pose-toi la question, est-ce que Apple a le droit de vendre en France? Bah oui. Bon, à partir de là, tu as le droit, bien sûr, sur des exceptions, tu as des pays, tu peux pas vendre en Iran parce que c'est sous embargo, des conneries comme ça, ouais, des exceptions, mais dans les grandes lignes, rien n'interdit à une entreprise, disons, ici j'habite à Bali en Indonésie, indonésienne, de travailler avec un freelance français. Mon frère l'a fait par exemple. Il l'a fait, il m'a dit ah, tiens c'est marrant, j'ai un client à Jakarta en Indonésie qui contrôle des barrages, des je sais pas quoi, il a besoin d'un mec en React et en je sais pas quoi et tout, c'est trop marrant. Je dis c'est marrant effectivement, oui mais c'est la vie, c'est comme ça. Demain tu as une boîte, quelque part, enfin, tu as une boîte en France, tu peux travailler partout dans le monde, à peu près. Tu as une boîte ailleurs dans le monde, tu peux travailler partout. Alors après, bien sûr, il y a des boîtes, il y a des règles d'usage qui font que parfois c'est un petit peu plus compliqué, parce il faut faire attention à l'évasion fiscale, aux problèmes fiscaux, etc. Donc effectivement, il y a toujours des cas un petit peu plus tordus, on va dire, concrètement, mais dans les grandes lignes, oui. Alors, ta question c'est, je suis intéressé par votre accompagnement. Je pense que tu parles du système freelance. J'ai vu que vous allez ouvrir votre programme freelance lundi. Je ne vis pas en France ou en Europe. Est-ce que c'est accessible aux personnes qui vivent en Afrique? Encore du monde en Afrique. Après, il y a aussi la question du prix à facturer. Est-ce que ce sera pris en fonction des compétences du pays d'origine? Merci de nous éclairer pour ton travail. À la prochaine. Bon, visiblement, alors pour répondre à la question, oui, freelancing, c'est ouvert à tous les pays. Concernant le système freelance, le fait que tu sois pas en France, c'est pas grave puisque en fait le système freelance c'est pas un truc. Système freelance c'est pas un truc des compétences techniques. Je t'apprends pas, tiens alors clique ici, tu vas sur Malte, tu mets ton profil, c'est pas ça. Ce que tu vas retrouver dans le système freelance, c'est des compétences universelles. Je veux dire, savoir se vendre, c'est universel. Que ce soit en Afrique, en France, en Inde, en Chine. Savoir se présenter, savoir convaincre, etc. Tout ça, c'est des choses universelles. Donc, peu importe le pays dans lequel tu es, bon, effectivement, ça restera valide. Effectivement, après, il y a peut-être 5% des modules qui sont un peu plus orientés France. À un moment, quand je fais des appels, quand je fais des études de cas sur des projets, effectivement, c'est des projets avec des boîtes françaises. Ou quand je montre comment créer les différents types de sociétés possibles, etc. Bon, effectivement, on parle de SASU, de choses comme ça, des SARL. Bon, c'est lié à la France, mais ça c'est une toute petite partie donc du système freelance. Marilus, merci pour ta question. J'avais marqué une seule question concise. Je vais te mettre le pâté à l'écran. Merci encore une fois pour la question, mais essayez d'avoir une question. Là, je pense que je pourrais pas lire la question. Elle est trop. Il y a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 40 lignes, ça va être compliqué. Alors, je vais essayer de la résumer. Salut Mike, pour la rentrée, moi j'aimerais bien trouver un emploi, si possible en rapport avec le code. Cela fait plusieurs années que je me forme au dev, avec tes formations notamment. Merci Marilus. Et la question que je me pose est la suivante. Comment faire pour intégrer une entreprise quand on est débutant junior? En effet, je pense qu'il y a des limites à la formation de se faire tout seul. Je peux continuer, à coder des petites applis, machin, etc. Bon, je vais commencer par cette première petite réponse. Comment faire pour quand on est junior? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. C'est le fameux problème de l'œuf et la poule. Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? C'est ça le truc. On ne sait pas qui est arrivé en premier entre l'œuf ou la poule. Et bien c'est pareil quand tu es développeur junior parce que en fait, tu es développeur junior, tu n'as pas d'expérience. Comment faire pour trouver une mission, un CDI
sans expérience, sachant que tous les CDI se font avec expérience. Tu vois un peu le serpent qui se mord la queue. C'est ça la grosse galère. Malheureusement, ou heureusement plutôt, je veux dire heureusement, tous les développeurs sont passés par là. Je veux dire, forcément, tous les développeurs du monde, 100% des développeurs au monde, n'avaient pas d'expérience, ont postulé à un job où on demandait un développeur avec expérience et ensuite, ça l'a fait. Alors, comment ça se fait? Ça se fait petit à petit. Il faut être bon, il faut progresser régulièrement, etc. Jusqu'à ce que tu arrives justement à avoir cette chance de postuler à un job où on demande un dev avec de l'expérience et que tu arrives à convaincre ou je sais pas par quelle manière ne serait-ce qu'avoir un entretien et que tu arrives à démontrer ton expertise et que ça passe. Et tout le monde est passé par là et c'est comme ça que ça le fait. Tu verras jamais une offre. Bonjour, nous cherchons un développeur front-end React, mais absolument 0 année d'expérience. On veut absolument pas qu'il ait de l'expérience. Ça nous intéresse. Qui connaissent Non, pas d'expérience, pas besoin. Après tout, le boulot, c'est de la merde. On n'a pas besoin qu'il sache coder puisque on est là pour le payer, pour faire 3 fois rien. Donc, on n'a pas besoin d'expérience. Postulez, allez-y, machin, c'est open bar. Ils vont recevoir 1 milliard de CV et ils vont être débordés pour rien, tu vois. Donc déjà en fait de mettre 2 ans d'expérience, ça filtre tous les indécis, tous les gens qui machin. Et d'ailleurs souvent même ce qu'ils font c'est qu'ils montent un peu plus, ils en mettent toujours un peu plus pour filtrer. Moi je le fais aussi. Ça m'arrive, regarde, petit exemple. Je cherchais à recruter des gens pour faire du montage, pour faire du machin, pour des miniatures YouTube, pour des trucs de copywriting, vidéo, etc. Je fais un formulaire de contact. C'est galère à trier derrière. Moi, je vais avoir 250 000 réponses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je filtre et j'essaie de filtrer le plus possible. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Si tu as regardé, peut-être, je ne sais pas si tu as répondu à un de mes formulaires un jour, mais j'avais demandé un truc, par exemple, c'était je cherchais des gens un peu dans la rédaction, dans le copywriting, etc., etc. Et en fait, déjà, je mets beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pour un peu fatiguer la personne pour juger de sa motivation. Et à la fin, j'ai fait une question un peu libre. Écris-moi un petit texte rapide de quelques phrases, quelques mots en plaçant tel mot ou tel mot, déjà pour voir s'il a bien compris la consigne. Et je te garantis qu'il y a une grande partie des gens qui ont la flemme et qui écrivent que salut Mike, je t'écris ça ou j'ai pas le temps ou je sais pas quoi, mais bon, je postule quand même ou machin. Donc déjà, tu filtres. Allez, tu as 30% de gens qui servent à rien, ils sont filtrés juste en disant, dans l'algorithme, tu choisis un truc, tu dis, ne filtrer les réponses qui contiennent moins de temps de texte. Déjà, tu élimines tous les gens qui ont postulé un peu au pif comme ça, qui sont pas vraiment sérieux, tu vois. Parce que c'est du temps de trier ce truc-là. Et donc, comme ça, tu rajoutes des contraintes, des contraintes et des contraintes. Et donc, du coup, les boîtes, elles fonctionnent comme ça, c'est con, mais c'est pour s'économiser du boulot. Donc, il y a que ceux déjà qui sont confiants, qui disent j'ai pas 2 ans mais je suis assez confiant, je veux quand même postuler, qui se prennent la tête, parfois on demande une lettre de motif, c'est un peu plus rare maintenant, mais voilà, d'écrire, machin, de personnaliser et tout, donc ça filtre tous les tocards, tous les gens qui ont la flemme, et donc du coup, ça filtre quand même pas mal. Donc en fait le but c'est de filtrer. Donc tu dois être conscient de ça et te dire ils veulent qu'on me filtre. Et donc essayer de passer ces filtres. Et pour passer ces filtres, il faut vraiment plutôt, c'est vrai qu'on a tendance à faire de la quantité, postuler un maximum de trucs, mais bon, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Moi, je pense qu'il faut privilégier la qualité, ça veut dire que vraiment cibler les bonnes entreprises, celles qui correspondent à ton profil, leur faire rentrer en contact avec la bonne personne au bon moment, sur le bon projet, proposer la bonne expertise et réussir à convaincre si tu passes les entretiens. Ça veut dire que le jour où ça tombe, quand tu passes les entretiens techniques, effectivement, faut que ça le fasse. Mais bon, c'est le jeu. Tant que tu n'es pas prête, tu vas faire des entretiens, tu n'es pas encore OP, et puis ça va le faire, etc. petit à petit. Alors, elle est énorme la question, je vais avancer. On peut vraiment pas appréhender les méthodologies, les outils, les problématiques. Ça, on s'en fout, tu l'apprendras sur le tas. L'autre raison, il faut bien vivre et à 42 ans avec 2 enfants à nourrir, c'est bien beau, il faut me former. Oui, il faut me former. C'est à 42 ans, 2 enfants. Les contraintes, c'est toujours compliqué. Or, je ne sais pas si tu regardes les offres, mais moi, je regarde le front-end en ce moment et des juniors et ils en cherchent pas ou très peu. Oui, si tu t'attends, on cherche 0 année d'expérience, junior, machin, maman, 42 ans, 2 enfants, il n'y aura jamais écrit ça dans le truc, donc il va falloir penser. Ils cherchent plutôt des seniors, oui, encore une fois, des filtres, ou des alternants, oui, encore une fois, des filtres. Mais c'est fait exprès, c'est fait pour te filtrer. D'ailleurs, quand tu postules aussi, il y a une technique aussi souvent que font les boîtes.
un filtre, une technique de filtre, c'est qu'il y a des boîtes qui font ça, qui se disent oui, on va vous rappeler. Et en fait, ils rappellent personne. Et seulement ceux qui osent relancer et rappeler pourront continuer le process. Tu vois, par exemple, ça, c'est encore un filtre. Et en fait, le truc, le marché de l'emploi, c'est fait pour filtrer. C'est fait pour décourager les plus... alors, je dis pas que tu es faible ou quoi, ou machin. Je sais que c'est compliqué. Tout le monde, moi aussi, je suis passé... Je sais que c'est dur. Et j'ai accompagné mon frère, des gens. Enfin, c'est une galère. Mais le but, c'est une galère. Mais le but, c'est qu'on veut te faire galérer encore plus, tu vois, pour être sûr d'avoir uniquement la crème de la crème. Donc, il faut savoir que c'est un peu un jeu, tu vois, c'est Koh-Lanta du job, quoi. J'ai pas le nom, mais tu vois, l'idée, c'est qu'il y a des épreuves, il y a des épreuves, il y a des épreuves, et tu dois à force passer toutes les épreuves jusqu'à décrocher le Saint Graal CDI à 1265 € par mois et un ticket resto. Bon, je veux pas te déprimer, mais voilà, enfin tout ça pour dire que voilà, c'est dur. Et après, donc là, tu vas trouver ton premier job. Il va pas te plaire, il va falloir que tu en trouves un deuxième, mais ça fait partie du truc. Alors d'ailleurs, j'ai envisagé de faire de l'alternance, je me suis bien renseigné là, mais par rapport à mon lieu d'habitation, c'est compliqué. Alors l'alternance, tous ceux qui ont l'occasion d'en faire, foncez, ça ouvre les portes. En fait, ça enlève ce fameux problème de filtre d'expérience. Bon, la question est assez longue. Par exemple, je vois que pour une alternance, maîtrise parfaite, non, c'est trop long. Évitez les questions où c'est des pavés. Ou alors, ils demandent des compétences sur des technos sur lesquels je ne me suis pas formé, Angular ou TypeScript. Eh ben, postule pas en fait. T'es dev React, postule pas à de l'Angular. Par contre, ça c'est une bonne chose. Une description de poste, c'est un set de technologies. On va chercher un développeur front-end React qui connaît également n'importe quoi, TypeScript, qui connaît aussi les API REST, qui connaît peut-être GraphQL, qui connaît aussi peut-être la librairie Intel, qui connaît le framework machin, qui connaît aussi... Parce que chaque boîte, en fait, a son petit environnement technique. Qui connaît Jira pour la gestion des anomalies, qui connaît peut-être le système qui est utilisé pour la machine à café. Enfin, je vais loin dans le truc, mais chaque projet est unique, chaque boîte est unique, chaque poste est unique, et ça n'existe pas. Et sortez-vous ça de la tête, à chaque fois on me dit mais ouais, mais je matche pas parce qu'il y a trop de trucs. Mais on te demande pas en fait de matcher. Tu dois pas matcher à 100% des technos pour pouvoir postuler. Déjà, tu t'auto-filtres là en disant oui, mais regarde, tu vois, ils te demandent des compétences, donc moi, je suis pas formé, je vais pas y aller. Non, il faut que tu identifies en fait le cœur. Tu vois, je veux dire, t'es dev React. Donc maintenant, tu vois, je vais te donner un exemple. Tu es développeur front-end React. Bon, maintenant tu vois une mission. Développeur front-end React, connaissant le framework Material UI, connaissant TypeScript, connaissant exactement la librairie, je sais pas, de gestion des dates, Moment.js, connaissant machin, connaissant truc. On s'en fout de tout le reste. Il faut que tu arrives à identifier loi de Pareto, le 80-20, pardon. 80. Quelle est la grosse techno qui prend 80% du truc? C'est React? Postule. Si tu vois un truc Angular, non, postule pas. Tu fais pas d'Angular, ça s'intéresse pas. Même si tu as utilisé un truc à côté annexe, il compte pas. Donc en fait, tant que le cœur, le gros de la techno est fait, par exemple, je sais pas, on demande à un développeur PHP Symfony et après tout autour, il y a 50 technos qu'il connaît pas. Bon, t'es dev PHP Symfony, t'y vas, quoi. Tu vois, derrière, il y a plein de technos qu'il connaît pas, t'apprends sur le tas. Tant que le gros du gros est là. Alors, ça veut dire qu'en entretien, comment ça se passe en entretien? En entretien, on voit des devs. Cherche dev React. Moi, j'ai passé des entretiens là derrière pour avoir à un gars il n'y a pas longtemps. Chercher un gars qui fasse du React, 18 si possible, TypeScript, qui connaisse chaque UI, Material UI, React Query, etc., etc. Bon, le gars connaissait React. Bon point déjà. Cool, il était assez bon. TypeScript, il connaissait moyennement. Là, j'avoue que par contre, TypeScript, maintenant, ça va devenir de plus en plus obligatoire. Mais bon, on va dire qu'il connaissait un peu. Je me dis, c'est pas mal. Il connaissait pas chaque UI, il connaissait pas une autre librairie. C'est pas grave. Je vois que le mec est bon. Je vois qu'il peut avancer sur ces points-là. Il connaît pas 2, 3, 4 librairies autour. C'est pas la fin du monde, tu vois. Il faut vraiment là-dessus. Alors ensuite, tu avances, à la rigueur, je ne pas contre intégrer une entreprise bénévole, sauf que c'est plus la création de WordPress. Donc, faut pas s'enfermer là-dedans, le WordPress. Ça, c'est souvent, en fait, le WordPress... C'est bien, alors je vais un peu vite dans les questions, mais le WordPress, le problème, c'est que c'est la solution par défaut des développeurs. Alors,
Excusez-moi les développeurs WordPress, les gens qui sont sous WordPress, et je sais qu'il y en a un bon paquet et beaucoup de freelance. Je n'ai absolument rien contre vous. Il n'y a aucun problème. Tant que vous faites de l'oseille, que vous gagnez de l'argent, etc., c'est cool. Mais pour moi, tous les développeurs WordPress, moi j'appelle ça des intégrateurs WordPress, sont les développeurs qui ont échoué. Désolé, je ne veux pas encore taper dessus. Les développeurs WordPress sont les vrais développeurs entre guillemets, qui ont échoué. Je sais que c'est un peu dur de dire ça, mais je le constate trop. Je vois pas mal de gens qui rejoignent le système freelance, qui sont enfermés dans ces trucs de WordPress. Il y a un excellent témoignage j'ai plus le nom, Fabrice. Je vois tellement de personnes qui était un bon dev PHP, Symfony ou Laravel, je sais plus, un mec techniquement super bon, etc., qui restait enfermé sur du WordPress. Pourquoi ? Parce que il avait commencé là-dedans, ça lui ramenait un petit peu d'argent, il était un peu formé là-dedans, il n'osait pas rejoindre une équipe, mais c'était un peu la version par défaut. Bien sûr, avec le système freelance, il a rejoint une équipe, il s'épanouit. Je vois des personnes qui ont rejoint le bootcamp React, qui à la fin se disent « Ah, quand même, React, c'est dur. Là, j'ai un client qui me propose un WordPress. » En fait, le WordPress, c'est la solution de facilité. On peut rentrer. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être développeur pour faire du WordPress. Je veux dire, ma grand-mère, je lui fais cliquer, installer un WordPress. Elle met un thème, elle change le titre. J'exagère. Mais attention à ne pas vous enfermer dans le WordPress. Le WordPress, c'est la solution de facilité. Alors, je ne dis pas que WordPress c'est génial, j'ai un site WordPress. WordPress, c'est la facilité. Je veux dire, un WordPress, j'ai mon blog ou je sais pas quoi, mon site qui me présente sur WordPress parce que tu fais 2 clics. C'est accessible à tous. Mais tu n'es pas un développeur en faisant du WordPress. Et attention à cette solution de facilité. À un moment, on est un petit peu à court, on a besoin de rentrer du cash et on tombe dans ce freelancing du WordPress. Si tu regardes les emails cette semaine, tu as dû recevoir la matrice de la compétence. Et il y en a qui font des bons WordPress. C'est souci. Il y en a qui gagnent, et il y en a qui gagnent très bien leur vie avec des gros WordPress, des gros projets. Mais c'est une petite exception. Moi, avec l'expérience de terrain que j'ai, les devs qui ont des envies comme ça de devenir développeur, de devenir dev React, PHP, machin, tout ça, et qui au fur et à mesure du temps, termine dans les bas-fonds du WordPress, excuse-moi du terme, j'en ai vu trop. Il y a des vrais devs WordPress c'est leur niveau d'expertise, ils sont excellents là-dedans et c'est OK. Mais si tu choisis la solution WordPress par défaut et j'en vois trop, eh bien, tu vas t'enfermer dans un truc tu vas être en concurrence avec les bons et tu vas vendre des sites WordPress à 900 € et tu vas rien gagner, tu vas passer la moitié de ton temps, tu vas jamais progresser, etc. Et en fait, tu vas jamais réussir. Tu vas t'enfermer, ton CV, ton profil, ça va être de plus en plus dur de sortir de ce truc du WordPress pour après aller redevenir le développeur que tu as envie de devenir, comme on l'a fait, comme on le fait souvent dans le système freelance. Moi, dans le système freelance, dans les coachings qu'on a, c'est le nombre de profils qui vivotent en fait, qui vivotent. Je suis désolé, quand tu gagnes 1000 balles, tu fais un site WordPress, 1200 balles, bon c'est bien, ça paye un peu... Ça paye l'apéro, quoi. Enfin, ça paye pas l'apéro, ça paye un peu du loyer, tout ça, mais c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie en tant que freelance. Et dans le système freelance, on fait beaucoup ça. On prend des devs et on essaye de les sortir, de les extirper de cette malédiction du WordPress pour aller vers des choses qu'ils ont envie de faire. Du dev, C++, PHP, React, etc. Ce que j'appelle, du vrai dev. Et encore une fois, je ne veux pas taper sur ceux qui ont une vraie expertise de WordPress, et il y en a et qui gagnent très bien leur vie aussi. Allez, une autre question. Jean, comment réussir à faire une belle photo de profil ? Excellente question, et ça reprend. Alors, c'est dommage, je ne retrouve pas le nom. C'est pas Jérôme, c'est pas machin. Mais justement, dans le système freelance, c'est une excellente question parce qu'on dit une photo de profil, on s'en fout. Mais non, c'est important de faire une belle photo de profil. Merde, il faudrait que je retrouve le nom. Guillaume, Jérôme. Je suis désolé, en plus, c'est une personne avec qui on a eu des excellents résultats et je vois tellement de monde. Bref, ça me reviendra et je m'excuse pour ça. Mais justement, avec ce dev-là qu'on a extirpé du WordPress pour basculer sur des missions PHP
en régie, qui payent bien, etc. sur des projets de qualité. Un des premiers trucs qui a été fait d'ailleurs avec Charlot qui est vraiment le coach sur le système freelance, ça a été de revoir un peu le positionnement, les profils sur les réseaux, etc., le portfolio. Et il est passé par une séance photo. Donc c'est vrai qu'avant il était un petit peu... la photo n'était pas claire, pas nette, on sentait qu'il n'était pas à l'aise, il n'était pas ouvert, la photo paraissait un peu tristounette, tu vois. Et il a investi sur lui-même. Ça, c'est quelqu'un qui investit sur lui-même. Déjà, il a investi en rejoignant le système freelance, il a investi en rejoignant la version coaching. Et Charlot lui a dit, va investir dans un photographe. Pour faire une belle photo de profil, tu en veux vraiment une belle, investis dans un photographe. Il est venu, arrivé, il a mis une petite chemise, s'est rasé, s'est coiffé, il est arrivé, il a pris quelques photos et il a eu une belle photo de profil. Et ça change tout. Avoir une photo, ça change tout. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas de photo, pour moi, c'est une obligation d'avoir une photo. Il faut qu'il y ait une photo. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais voilà, on veut des CV anonymes, et voilà, on veut pas qu'on reconnaisse la couleur de peau, les origines, tout ça. Je comprends que ça peut être un problème, mais faut absolument mettez quand même une photo, ce sera quand même plus gagnant que de ne pas avoir de photo. Adèle, une question d'Adèle. Encore une grosse, une grosse question. Alors, je vais boire. Il est déjà 55. On va essayer de faire 1h10. Merci Adèle pour ta question. Alors, je t'explique ma situation. Je suis en fin d'études bac plus 5, félicitations. Et avec le corona, la crise, j'ai pas eu l'occasion de faire des stages de ouf. Ça arrive à beaucoup, je te rassure. Donc là, aujourd'hui, je me retrouve en fin d'études avec une expérience proche de 0. C'est marrant, ça touche un peu ce que je te disais pas tout à l'heure. On peut sortir de bac plus 5, faire des stages et avoir une expérience proche de 0. Ça arrive. J'ai 2 questions. Si tu étais à ma place, comment tu ferais pour, en l'espace de 3-4 mois, booster ton portfolio de développeur afin de trouver des compétences et être employable? Excellente question. J'ai 0 portfolio, je ne sais pas dans quel genre de projet je peux me lancer. Deuxième question, je sais que c'est très osé vu mon manque d'expérience, mais je souhaiterais me lancer en freelance dès que j'aurai un portfolio respectable. Donc à ton avis, un développeur junior React à Paris peut viser combien niveau TJM? Certains sites disent 600, d'autres 200. Internet, c'est vraiment n'importe quoi. Excellente question, un peu longue, mais excellente question. Et je vais donc tenter d'y répondre en reprenant dès le début. La première partie de la question. 3-4 mois, effectivement, 3-4 mois. C'est bien déjà que tu as fixé une deadline. Tu n'as pas dit, je vais essayer un de ces 4. 3-4 lines, c'est bien. Donc, pour pousser ton portfolio de développeur. Alors, tu disais HTML, CSS, JS, PO, SQL, Git, PHP. Voilà. Donc, on dirait que ça fait du dev web un peu full stack, JS, PHP, PO, machin, tout ça. Donc, programmation PO, programmation orientée, objet. Donc, il faut que tu sois sûr des technos que tu veux apprendre, encore une fois, et ça reprend un peu ce que je disais avant, le fucking focus. Donc, focus-toi. Est-ce que tu veux être dev back PHP, back full stack, parce que sur du PHP on est plutôt sur du un peu full stack. Et pourquoi pas de dire si tu as un bac plus 5 et que tu as fait un stage et que tu as des connaissances en PHP, etc. PHP c'est toujours demandé, même si moi on dit que je tape souvent sur le PHP, je tape pas sur le PHP, mais c'est un peu en 2022 démarrer sur le PHP. Voilà. Après, si tu as déjà des compétences là-dedans, continue par exemple sur du PHP. Mais en tout cas, sois sûr de ce que tu apprends. Je pense que si tu pars par exemple sur du PHP, HTML, CSS, il faut voir un peu le niveau que tu as en front-end. Mais si tu fais du PHP, maintenant on ne prend plus un développeur PHP généraliste. C'est un peu rare. Soit on va prendre un développeur Symfony, Laravel ou autre. Mais voilà. Donc moi je te conseille de te focus sur un type de techno. Donc commence, d'ailleurs c'est ce qu'on fait aussi dans le système freelance, c'est qu'on part, et ça j'en ai parlé assez souvent en coaching ou autre, c'est qu'on part un peu des profils qui fonctionnent. Donc moi ce que je te recommande de faire, tu vas sur les plateformes Malte, etc., les LinkedIn, etc., tu regardes un peu les
profils que tu sens un peu sérieux, tu vois ceux où tu regardes les annonces et tu regardes ce qui ressort souvent. Si tu vois qu'il y a 3 fois plus de PHP Laravel que du PHP Symfony, encore une fois je dis n'importe quoi, qui ressort souvent et que c'est associé souvent avec tel et tel techno, eh bien essaye dès maintenant en fait de te préparer ce profil-là. C'est-à-dire que tu fais comme si tu étais déjà ce type de développeur. Donc tu écris dès maintenant développeur PHP Laravel machin truc nanana. Une fois que tu as défini ça, tu sais que tu n'as qu'un objectif, devenir ce développeur-là. Là, j'en parle souvent en coaching, c'est des choses qu'on fait en coaching. Donc du coup, tu sélectionnes ton set de technologies et tu te focuses dessus. Alors bien sûr, tu auras peut-être une partie vraiment tuto théorique assez rapide, mais je te conseille le plus rapidement possible de faire un vrai projet avec ça. Hein. C'est-à-dire, trouve une idée, demande à ta famille, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une idée, d'un truc, d'un machin, d'un truc comme ça, mais développe un projet là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui disent on ne travaille pas gratuitement. Moi, ce que je dis, on ne travaille pas gratuitement, tout travail mérite salaire. Mais là, quand tu n'as pas d'expérience, tu n'as rien. Vaut mieux travailler gratuitement pour quelqu'un que en fait, faire des tutos à la con qui amènent pas grand-chose. Fais un vrai projet. Tu fais un vrai projet et surtout, un vrai projet, pour moi, ce que j'appelle un vrai projet, c'est un projet qui se termine. Parce que le nombre de gens qui font des projets, qui lancent un peu un PHP, un machin, un truc, qui utilisent un début, un truc qu'ils ont retrouvé sur GitHub, ça démarotte un peu et on s'amuse un peu, on fait 2-3 lignes de code et on arrête. Non, ça c'est pas un projet. Un projet, c'est pas forcément un projet concret. Pour moi, c'est pas forcément un projet énorme. C'est un projet avec un périmètre peut-être restreint, qui peut s'agrandir avec le temps, mais qui va en production, qui se termine, qui va au bout des choses. Tu vois, ça c'est hyper important. Donc première chose, voilà, si j'étais à ta place, bim, projet, je choisis le plus rapidement, je fais des choix rapides, hein, d'ailleurs c'est ce que je disais, faire des choix rapides et les tenir longtemps. Et donc là tu fais la même chose, tu choisis rapidement tes technos, pire tu changeras plus tard. Tu te focuses dessus, tu développes des projets et tu bâtis ton expérience et tes compétences là-dessus. Et la deuxième question par rapport au TJM, il n'y a pas de bonne réponse. Le TJM, c'est qui le fixe? C'est pas Macron, c'est pas Mélenchon, c'est le marché. Donc en fait, un TJM, c'est aussi flexible qu'une... alors, j'ai pas de bonne métaphore, pas de bonne comparaison, mais c'est aussi flexible qu'un élastique. C'est élastique en fait, un TJM. Ça veut dire que moi, j'ai testé des choses, je me suis amusé, demander des pas beaucoup, j'ai fait des tests, des fois on me dit waouh, mais c'est trop, des fois même c'est pas assez, des fois j'ai fait des tests à 500, à 1000, je me suis amusé à 1000, à moins, enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc tu testes. Je dirais que quand même pour un débutant, moi je dirais qu'en dessous de 300 c'est suspect. 250, voilà, c'est suspect. Donc voilà, moi je dirais qu'un dev débutant entre 0 et 1 an, qui est formé quand même, hein, qui est capable de réussir une mission, c'est entre 300 et 400. Et rapidement, en fait, ça monte. Tu vois, rapidement, 2-3 ans, c'est 400, 450, 500, etc. Ça dépend si c'était bac, PHP, c'était sur Paris. Là, tu me disais que c'était sur Paris. Voilà, en tout cas merci Atel pour ta question et tu me disais merci, tu fais un super boulot, tu es un modèle pour beaucoup de monde, dont moi, merci. Alors non, je suis pas toujours un modèle, alors j'espère que j'inspire beaucoup, après voilà, moi j'ai aussi mes travers, mes 10 trucs, mes machins, donc arrêtez de me mettre trop sur un piédestal, je suis un mec comme vous, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, tout ce que j'ai vécu, je suis pas plus intelligent que les autres, je suis pas plus fort que les autres. Là, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram, j'aimerais bien avoir pas ta vie à Bali, mais ton cerveau. J'ai répondu, non, mais j'ai un cerveau normal, j'ai rien d'exceptionnel. J'ai juste à un bon moment fait des choix de vie qui, petit à petit, en fait, faut pas être trop pressé. Petit à petit, on fait que je suis arrivé à là. Donc, j'ai rien d'exceptionnel. Je suis quelqu'un comme vous. Je suis pas le meilleur développeur du monde. Je suis pas le plus nul non plus. Je suis quelqu'un de normal, qui a appris le code de manière normale, qui a eu des expériences normales. Mais de fil en aiguille, voilà, j'ai acquis de l'expérience. J'ai fait des choix qui font que aujourd'hui, je vis à Bali et j'ai mon activité, etc., etc. Lily, allez, on va essayer que ce podcast ne dépasse pas trop. En plus, on va arriver sur quasiment les dernières questions. Une petite question de Lily. Bonjour Mike, laquelle de tes formations me permet de commencer le code depuis le début? Alors moi, je recommande le déclic de HTML à JS, vraiment pour rentrer dans le JS. Alors si tu n'as vraiment jamais rien fait,
Tu vas direct sur Open Classroom, ça je le dis souvent, tu tapes le fameux tuto de notre, comment il s'appelle, le CEO d'Open Classroom, très connu, j'ai oublié son nom, j'ai mémoire des noms nul à chier. Mais voilà, le célèbre tuto d'Open Classroom HTML, CSS, tu commences par ça. Moi, il y a des gens qui me disent Mike, tu veux être mon mentor et tout, je suis à Bali. Il y a des gens qui m'ont dit ça il n'y a pas longtemps. Un mec qui m'a dit ouais, je suis chaud, machin. Est-ce que tu veux être mon mentor? Je paye, il n'y a pas de problème et tout, machin. Mais j'ai jamais rien codé. Je dis est-ce que tu as fait HTML, CSS? Non, mais ça m'intéresse pas. Je veux être. J'ai dit fais le tuto HTML, CSS et ensuite on discute. Personne m'a jamais donné de news. Est-ce qu'elle a fait le tuto? Pour moi, c'est le filtre de base. Donc commence par ce tuto. HTML, CSS, le plus classique, c'est le ticket d'entrée. En fait, quelqu'un qui termine pas ça, c'est bon, ça a rien discuté. On va pas tergiverser, quoi. Faut faire ça, quoi. Faut aller au bout. Montre que tu es quelqu'un capable de suivre ce tuto-là, d'aller au bout, de comprendre les bases. Voilà. Une fois que tu as fait ça, effectivement, tu peux dire, voilà, je peux attaquer sur du JS, des choses comme ça. Et effectivement, le déclic, donc moi, une formation qui me permet d'attaquer à un niveau débutant. Abdourahman, merci Abdourahman. Entre le réseau et le développement, lequel est le mieux? Je dois choisir entre deux pour ma spécialisation. Je suis perdu. Bah ça, je peux pas dire. Moi, bien sûr, si tu m'écoutes, je vais te dire le dev. Tu es sur Mike Coder. Mike Coder, c'est pas Mike Réseau, tu vois. Donc, je vais dire le dev. Mais bien évidemment, ça va pas dépendre de toi, ça va dépendre de moi. Pas te dire comme ça. Imagine, je te dis le dev et en fait, t'es un mec qui kiffe le réseau. Tu vois? Moi d'ailleurs, petite anecdote, j'en ai parlé aussi souvent, c'est qu'à la base, je n'aimais pas le dev. Moi, à la base, je voulais, je sais pas ce que j'avais avec le réseau. Je trouvais ça trop cool, quoi. J'avais envie d'être admin système, réseau. Je sais pas ce que j'avais avec le réseau. J'étais jeune, je me souviens que j'avais connecté 2 ordinateurs avec un câble LAN, waouh, j'avais configuré l'IP 192.168.0.1 avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0. J'avais l'impression que j'étais Superman, quoi, tu vois. Et je kiffais ce truc-là. En fait, c'est tout bidon, quoi. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais kiffé le réseau, et finalement, à la fin, j'ai fait un stage en DUT, et je me suis rendu compte que un peu par hasard que en fait j'aimais le dev. Donc voilà, ça va être difficile de dire, ça dépend des uns et des autres. Peut-être qu'on peut parler d'offres, de postes. Je pense quand même qu'il y a plus de postes dans le dev que dans le réseau. Et réseau, c'est tellement large. C'est quoi? C'est infra, exploitation. Enfin, c'est assez compliqué. Et souvent aussi, c'est des postes, je dirais pas plus stressants, mais ceux qui sont à l'infrastructure ou l'exploitation, c'est parfois plus stressant. Et parfois, il y a réseau et tu te retrouves. Alors, il y a des gens qui font réseau, qui font des études de réseau. Et encore une fois, c'est des jobs qui sont importants. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas des jobs importants dans les entreprises, mais tu as des gens qui font des jobs qui font des études de réseau, machin. Et finalement, au bout du bout, qu'est-ce que tu fais concrètement? Avec un BTS réseau ou des trucs comme ça, machin, tu les vois dans des boîtes installer une imprimante. Alors, je veux pas dénigrer, dire que c'est de la merde ou quoi, tu vois, c'est pas ça. Mais attention derrière à ce que tu entends par réseau. Parce que si tu fais un truc réseau, que tu t'attends à faire de la configuration, machin, tout ça, et qu'en fait, à la fin, tu vas allumer une imprimante et tu vas mettre le câble RJ45 et cool, tu as fait du réseau. Je ne sais pas si ça va t'emballer. Moi, je me souviens d'ailleurs, j'étais en DUT réseau. Donc, DUT, génie, télécommunications et réseau. J'arrive dans une boîte au fin fond de la Marne pour un stage de 2 mois. J'arrive et tout. Je crois qu'à l'époque, ils faisaient des distributeurs de billets ou un truc comme ça, des DAB, enfin peu importe. Et je me souviens, j'arrive, je vois une grande salle avec des baies de serveurs, des routeurs, des machins. Je dis waouh, cool, qu'est-ce qu'on va faire, quoi, tu vois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je fais et tout, tu vois. Et là le mec il fait hop, tu sors de là, mon pote, tu vas jamais toucher au réseau, mec, tu vas pas tout niquer, tu vas pas tout casser, tu vas pas sors de là, tu t'es pris pour qui? Enfin non, il y a pas machin. J'ai mis c'est un stage réseau que je fais là. Et donc premier jour de stage, petite anecdote. Je devais aller dans la cave, dans le parking, on va dire. Ils avaient des vieilles carcasses d'ordinateurs qui traînaient.
des vieilles tours, hein, avec de la poussière et tout, avec des CPU, des machins, il y avait un code barre derrière. Et l'idée de ce stage, un stage de réseau, wow, fantastique, bah, c'était en fait d'aller prendre ces tours, il y avait un code barre derrière, prendre le numéro et le mettre dans un fichier Excel. Même pas, c'était un papier imprimé, tu vois. Ils voulaient référencer ça pour savoir combien de tours étaient sortis du parc, machin, tu vois. Waouh, autant te dire que je me suis dit, ah, réseau c'est pas ouf, tu vois. Et en fait, durant ce stage, je me suis dit, mais ouh là, ça craint. Je me voyais mal en fait faire une présentation du stage de DUT. Coucou. Bah alors, qu'est-ce que tu as fait en stage de DUT? Alors, en DUT, tu vois, tu apprenais quand même à l'époque les réseaux UMTS, machin, les trucs de la 3G de l'époque et tout, les trucs comme ça, comment ça fonctionne, ça, et des trucs de réseau classique, quoi, tu vois. Je me voyais mal présenter le stage, rapport de stage sur ça, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, on va se faire un petit truc en PHP vite fait pour ces machines, on les met dans un Excel et à la main, on va les rentrer dans une petite base de données. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un CRUD, Create, Read, Update, Delete, avec une base de données MySQL, un truc en PHP, script tout bidon, post, get, machin, truc à la con, formulaire, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en fait, j'ai kiffé. Au début, je me suis dit, bon, je testais, tu vois. Après, je me suis dit, ah, mais c'est marrant ce truc, c'est marrant le dev en fait, c'est sympa. Et du coup, je me souviens que je rentrais le soir dans le RER E là, du fin fond du truc, j'allais jusqu'au fin fond du 95. Donc tu tapes toute la ligne E complète, plus toute la ligne A ou la ligne, je sais plus laquelle ligne là, qui va dans le nord. Et j'étais sur mon ordi, j'étais à fond, machin, je développais mon appli et tout, j'étais tout content. Et c'était génial, donc c'est comme ça que je suis rentré dans le dev. Voilà, bonne question d'ailleurs. Abdourahman sur le dev. Alors, je ne fais pas comme moi. Il faut que ça te plaise. Le plus important, c'est que ça te plaise. Kamal, salut Mike. Ta situation, elle me donne peut donner envie à tout le monde, moi compris, merci. Mais avoue que ce n'est pas évident de devenir. Tu parles de développeur. Tu as dû prendre quelques bons virages, peut-être un peu de chance. Il y a des freelanceurs qui se tapent beaucoup d'argent, mais je vois beaucoup aussi, c'est juste de l'argent de poche. Peut-être que je me trompe. Je veux bien te poser la question, comment devenir freelance? Pour moi, un freelanceur digne de ce nom, comme toi, c'est pas des fleurs. Il doit être vraiment calé. Alors corrige-moi si je me trompe. Bonne question, tiens. On va terminer d'ailleurs sur celle-là. Sur celle-là, ouais, c'est la dernière question d'ailleurs. Mais écoute, bon, excellente question. Alors, on va reprendre depuis le début. Est-ce que ma vie peut donner envie à du monde? Moi, en tout cas, elle me plaît. J'ai fait mes choix. Je suis allé vers là où j'ai eu envie d'aller. Et c'est pas, il faut aller vers là où on a envie d'aller. Je reprends un peu ce que disait Charles Gave au début. Si vous êtes dans un endroit que vous vous faites chier, vous vous barrez. Moi, le salariat, le CDI, la France, j'avais pas envie, je me suis barré. Donc je vais insister là-dessus. C'est pareil pour toi, Kamal, si tu es dans un endroit qui ne te plaît pas, vous vous barrez, tu te barres. Mais bon, tu dis, mais avoue que c'est pas évident de le devenir. Bah, c'est pas évident de le devenir. Alors, je sais pas si tu parles de développeur ou de freelance, mais dans les deux cas, devenir développeur, c'est pas évident. Devenir freelance, c'est pas évident. Devenir développeur, c'est pas évident, mais c'est pas compliqué en fait. Focus. Persévérance, tu codes tous les jours, quoi, tu vois. Ça, forcément, mathématiquement, si tu progresses 1% tous les jours, à la fin, ça fait une courbe énorme. Et le dev, pour devenir développeur, je veux dire, t'as pas de blocage, t'as pas de truc, t'as pas besoin de diplôme, de trucs, de titres RSNP, RCNP, de machin, de titres pro, de l'état, de machin, de personne. C'est pas comme de devenir docteur. Un docteur, t'as besoin de certains trucs. Là, tu viens, t'apprends, tu codes, c'est terminé, quoi. Tous les jours. Donc, tu progresses tous les jours. Mathématiquement, ça va le faire. Après, pourquoi il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas? Parce qu'ils abandonnent tout simplement. Ils veulent des résultats tout de suite, ou ils n'apprennent pas de la bonne manière, ils n'apprennent pas les bons trucs au bon moment, ils apprennent un peu tout et n'importe quoi, ils se dispersent et ça ne fonctionne pas. Mais oui, c'est pas évident. Je ne vais pas dire aux gens que c'est évident. Bah, sinon, c'est trop facile, je veux dire. Si c'était si simple de devenir développeur et freelance, bah c'est simple. Je veux dire, n'importe qui galère, je sais pas, t'as plein de gens dans des quartiers qui galèrent. À Marseille, en France, tu dans des quartiers galèrent. Bon, bah tu deviens développeur, tu gagnes 10 000 euros par mois, la vie est finie. La vie est belle. Si c'était si simple, non, c'est pas si simple. Et justement, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Je suis passé par là. J'ai accompagné plein de gens qui sont passés par là. Mon frère est passé par là. Le nombre de personnes en coaching que j'ai vu qui sont passées par là, il y a un gros paquet. C'est pour ça que je suis là, justement. Si c'était simple, bah, il n'y aurait pas besoin ni de moi, ni de ma chaîne, il n'y aurait pas de chaîne, il y aurait pas, bah, tout le monde devient développeur et c'est fini. Donc oui, c'est pas pour tout le monde. Il faut être conscient. Enfin, c'est pas qu'il faut pas pour tout le monde, c'est que c'est pas facile. Il y a plein de gens qui vont arrêter pour plein de
tout un tas de raisons liées environnement, machin, ils y croient pas. Et c'est ça le plus grande cause d'abandon, c'est d'y croire. Donc tu me dis, c'est pas évident de devenir. Non, c'est pas évident. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que tu veux rester tout le temps dans un job de merde ou est-ce que tu dis, bon, c'est pas évident, mais je vais devenir développeur, je vais devenir freelance et j'ai qu'un objectif, c'est de faire ça et tu te sors les doigts du cul, ce qu'on a du terme, et tu fais les efforts. Moi, j'ai passé des week-ends à coder chez moi des applications que je vendais sur Internet à l'époque pendant que des potes allaient en boîte. Bon, ben c'est ok, tu vois, je dis pas qu'il faut coder tout le temps, il faut aussi aller en boîte, mais il faut faire des efforts. Moi, je vois des gens qui sont dans le bootcamp React, qui font des efforts, qui bossent comme des tarés sur le projet. Même moi, je leur dis levez le pied un peu, parce qu'il faut aussi se reposer, etc. Mais il y a des gens qui font des efforts de ouf, il y a des gens qui ont posé des vacances pour suivre le bootcamp React, il y a des gens qui ont posé leur démission pour suivre le bootcamp React, il y a des gens qui ont fait des efforts quand même assez conséquent pour devenir développeur. Et souvent, c'est eux qui réussissent. Après, voilà, il faut être prêt à faire aussi des efforts. C'est dur, c'est compliqué, mais je peux juste vous dire, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est-à-dire que quand enfin tu seras formé, tu auras des missions qui tombent, missions freelance qui arrivent régulièrement et que tu seras bien facturé, etc., etc., moi je te dis, j'ai vu mon frère, je connaissais mon frère avant, quand il était au RSA, aux trucs, aux intérims, au machin, et maintenant, c'est pas la même personne. On est sur, c'est du jour et la nuit. Et je pense qu'il avait du mal d'ailleurs à y croire au début, il croyait pas trop. Même moi, je crois que je doutais un peu, tu vois. Ça l'a fait et je pense que ça peut le faire pour tout le monde. Peut-être un peu de chance. Peut-être un peu de chance, oui, peut-être un peu de chance. Je pense que la chance, et Olivier Roland le dit très bien dans son livre, Olivier Roland, un super livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. La chance, c'est une compétence qui se travaille. La chance, les gens pensent que la chance, ça arrive, mais la chance, en fait, c'est une compétence. Il y a des gens, ils savent pas saisir des chances. Il y a des gens, il y a des chances qui leur passent sous le nez, ils ne savent pas les saisir. Mon frère a failli rater une grosse chance un jour. Je lui ai proposé, est-ce que tu veux nous rejoindre sur ce projet-là, en React? Il m'a dit non. Ça aurait été quelqu'un de normal. J'aurais dit ok, salut. Puis il aurait rien fait, il serait resté en intérim. C'était mon frère. Je lui ai dit non, attends, t'es sûr de ce que tu me racontes là? Je vais passer du temps à te former et toi, t'es en train de me dire non. Et t'es fou quoi. Et donc c'est ça. Lui, il n'a pas su saisir sa chance. Et ben heureusement que j'étais là. Mais il y a plein de gens qui ne saisissent pas leur chance. Ça leur passe sous le nez. Ils ne deviendront plus jamais développeurs parce qu'ils ont laissé passer leur chance. La chance, ça se travaille. C'est une compétence qui se travaille. Voilà, il faut alors, ah oui, il y a de la chance. Oui. Est-ce que je suis chanceux? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai cultivé cette chance. Par exemple, je suis maintenant. Tu vas me dire, est-ce que j'ai de la chance de vivre à Bali, d'être développeur, formateur, avoir une activité, je gagne bien ma vie, j'ai aucun problème, tout est cool et machin. C'est de la chance? Ou j'ai su saisir une chance? Parce qu'il faut quand même, pour venir à Bali, il faut avoir les couilles de tout lâcher ses clients qui te rapportent 10 000 euros par mois en freelance. Genre, c'est fini les gars, repartir à zéro à Bali dans un pays que tu connais pas, faire des vidéos sur YouTube où tu as 2 likes, 3 vues, et sur les 2 commentaires, un hater et un mec qui dit mais c'est qui ce guignol sur un YouTube? C'est qui ce con? De faire des formations, des machins, de passer quasiment 1 an où tu n'as pas de revenus avant que ça décolle. Bah oui, c'est de la chance, mais en même temps, c'est du travail. C'est un mix des deux. Ensuite, tu disais, il y a des freelanceurs qui se tapent beaucoup d'argent. Oui, il y a des freelanceurs qui se tapent beaucoup d'argent. Mais je vois aussi beaucoup qui c'est de l'argent de poste. Ben oui, c'est ce que je disais, des freelances, moi ce que j'appelle les freelances smicards. Tu as des freelances en fait qui gagnent moins qu'un étudiant chez McDo, quoi. Oui, il y en a plein. C'est ceux qui savent pas se vendre, qui sont pas focus sur une techno. C'est des gens qui sont des simples exécutants. Moi, j'appelle ça des simples exécutants. C'est quoi un exécutant? C'est un développeur freelance en fait qu'on peut intervertir avec un développeur en Inde ou je sais pas où qui est un simple exécutant, tu vois, qui sait pas se positionner, qui sait pas apporter une valeur. Et tout ça, on en parle d'ailleurs dans le système freelance. Peut-être que je me trompe. Je veux bien te poser la question. Comment devenir freelance? Pour moi, un freelanceur digne de ce nom comme toi, c'est pas des fleurs, doit être vraiment calé. Non. 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 Un freelanceur ne doit pas être vraiment calé. Et ça, c'est un truc
hyper important à comprendre. Pendant des années, j'ai pensé comme toi, donc c'est normal. Et je te dis non comme ça, mais c'est tout à fait normal. On pense qu'un freelance doit être plus calé qu'un mec normal. Mais moi, quand j'étais en CDI, je voyais des mecs à côté de moi, ils faisaient le même taf. On était des développeurs, parfois meilleurs que moi, parfois moins bons que moi. Mais c'est juste une question, c'est pas moins bon parce qu'il est moins bon parce qu'il est con. C'est moins bon parce qu'il a moins d'années d'expérience que moi et l'autre il en a plus que moi. C'est une question d'années d'expérience, tu vois. Et on ne doit pas tous être des freelances experts les meilleurs du monde. C'est faux. Moi aujourd'hui j'ai 10 ou 15 ans de dev. Je peux être freelance à 10-15 ans de dev, mais on ne cherche pas que des freelances à 10-15 ans de dev. Il y a énormément de missions ouvertes aux freelances où on ne cherche pas des mecs qui ont 15 ans de dev, qui font du full stack, qui font du machin, qui font de l'infra, On cherche aussi des développeurs juniors freelance. Il y a plein de postes où on cherche un intégrateur maquette freelance, un dev front-end React junior, parce qu'on n'a pas envie de prendre un senior, parce qu'on en a déjà un peut-être dans l'équipe. Ça dépend en fait. Alors c'est sûr que si t'es nul à chier, si t'es mauvais techniquement, que t'es vraiment une quiche, effectivement c'est sûr que tu te tires une balle dans le pied. Vaut mieux être bon. Si la question c'est est-ce qu'il vaut mieux être bon ou mauvais, oui, dans tous les cas vaut mieux être bon. Mais ça c'est pareil pour un CDI. Je veux dire, ceux qui sortent d'école et qui sont mauvais, ils trouveront pas de mission freelance, mais ils trouveront pas un CDI non plus. C'est la même chose en fait. Donc dans tous les cas il faut être bon et il ne faut pas être plus bon que la moyenne. Enlevez-vous ça de la tête. C'est une connerie. Être freelance, finalement, c'est une question de statut. Alors après, c'est sûr que c'est une question de statut dans la réalité. Mais après, il y a les codes du freelancing. Comment on se constitue un réseau ? Comment on se positionne ? Il y a des gens qui ont un certain type de profil qui n'ont rien à faire sur Malte et qui sont sur Malte. Tu as des gens qui devraient aller prospecter sur un tel et tel réseau et qui se retrouvent ailleurs parce qu'ils n'ont pas compris. Moi, comme je le disais à l'époque, j'étais développeur front-end développeur full stack, mais plutôt back-end Java, J2E, mais spécialisé dans les flux et moyens de paiement, normes, CEPA à l'époque, tout ça. Je cherchais uniquement des missions lié à la banque, finance, monétique, moyen de paiement, c'est pas le truc que tu retrouves sur codeur.com. Il n'y a pas ça sur codeur.com. C'est des réseaux particuliers. C'est pas sur Malte non plus. C'est un autre type de réseau que tu vois dans d'autres endroits. C'est différent. C'est des réseaux différents. C'est des trucs différents. Et ça, quand tu commences, ceux carrément freelance n'ont pas compris, ne savent pas comment ça fonctionne. Et il y en a beaucoup qui justement échouent à cause de ça, qui sont bons techniquement. Donc, c'est pas qu'une histoire de compétences techniques. Voilà, donc pas mal de questions. En tout cas, merci Kamal encore une fois pour cette question. Je vais m'arrêter ici puisque l'épisode est assez long. Hein. On est quand même à 1h20. Mais en tout cas, j'avais tellement une pile de questions qui traînaient comme ça. Qui traînaient. Non, je vous ai demandé de me poser des questions. Et moi, j'aime bien cet épisode de répondre à vos questions. J'espère qu'en tout cas que ça t'aura plu. N'hésite pas. Si tu es sur YouTube, à faire péter le pouce vers le haut, là, histoire de booster un petit peu l'algo. Fais péter les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Réponds à une des questions que j'ai répondu. Peut-être que j'ai dit une connerie. J'en dis des conneries, c'est normal. On peut en débattre dans les commentaires, donc n'hésite pas. Commentaire, tu commentes, hein, tu me dis ce qui se passe. Et si tu es sur les plateformes de audio, de podcast, tout ça, pareil, n'hésite pas à donner ton avis. Et je terminerai là-dessus. Si tu regardes cette vidéo le jour de la sortie, sache que le système freelance est réouvert cette semaine. Je ne vais pas te le décrire parce que j'en ai déjà parlé. En tout cas, je te mets un petit lien en dessous. Si tu veux voir un petit peu le détail du programme, les retours des anciens membres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à accomplir. Et voilà, je te mets un lien en dessous. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode. N'hésite pas aussi d'ailleurs à aller rejoindre le Telegram puisque je partage beaucoup d'audio dessus, de mini-podcasts en fait sur des sujets particuliers. Maintenant, je vais essayer de créer ce coin-là qui s'appelle le Hub. Le Hub, c'est mon canal Telegram privé. C'est vraiment un coin privé. Alors là, je partage des trucs beaucoup plus poussés que ce que je partage ici puisqu'ici, on est un peu
public sur YouTube et ce que je fais dans le hub, Cadrien Telegram privé. Là, je te partage des infos, du lourd, des chiffres, des mini-podcasts réguliers, etc., des sondages, où tu peux interagir avec moi sur la prochaine vidéo, des choses comme ça. Donc, ça s'appelle le hub. Je mettrai un lien dans la description. N'hésite pas à aller nous rejoindre ça. Le système freelance termine dimanche. Ciao, ciao, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.